hebdomadaire Angle Mort sur SLM TV. Comme d'habitude, à ma droite, Yassine Merzougi Malahda, bienvenue. Bonsoir, Sahaftokum. Merci beaucoup. Tarek Hafed, Malahda, bienvenue. Merci. Eh bien, sans trop tarder, on va essayer de décortiquer un petit peu l'actualité qui a marqué cette semaine. On va commencer, Yassine Merzougi, si tu veux bien, par les banques publiques qui ont décidé d'ouvrir leur capital. Enfin, ils ont décidé d'ouvrir leur capital et de s'installer à l'étranger. On commence par l'ouverture du capital des banques publiques. Non, ce n'est pas les banques publiques qui ont décidé, c'est les pouvoirs publics qui ont décidé d'introduire les banques publiques en bourse. Donc on aura les 5 banques publiques qui vont procéder à une ouverture du capital en bourse. Ça, c'est une bonne chose. Ça va peut-être un peu stimuler l'activité bancaire. Parce que sur le foot féminin, une entreprise, une banque comme la BEA, qui a tous les investissements de son attaque, les grands groupes publics, ça leur assure des revenus. Donc, classe, le reste, c'est pas un début de privatisation? Non, pas un début de privatisation. Parce qu'on parle pour l'instant d'une capitalisation de l'ordre de 20 à 40%. Donc, les banques publiques vont garder au moins les 2/3 du capital. Ça, c'est logique. Donc, ce n'est pas une volonté de privatiser les banques. En plus, on n'a pas assez de ressources ici en Algérie pour privatiser toutes les banques. Par exemple, la BEA, elle est un capital de 150 milliards de dinars. Donc, les banques internationales, on va en parler, elles font dans l'excès, dans la capitalisation de ressources, au lieu de les injecter dans les activités. Mais grosso modo, c'est une belle expérience, on va assister à une dynamique nouvelle et on va voir les résultats plus tard. Merci Yassine. Tarek Hafed, les mêmes banques ont décidé de s'installer à l'étranger. L'annonce a été faite depuis plusieurs mois. Mais cette fois-ci, je pense qu'on a eu quelques informations sur une probable installation de banque algérienne. Oui, alors effectivement, je disais ça hier, c'est un Algérien installé en France qui est particulièrement actif, c'est Bedisri Moussa, qui a annoncé que la première agence est actuellement en cours c'est-à-dire d'aménagement, et c'est la BEA qui sera installée dans l'ancien siège du consulat d'Algérie à Paris. Voilà. Donc, la BEA. Il semble que ça soit la BEA, et c'est une très bonne, c'est-à-dire c'est une très bonne nouvelle, parce que le projet de permettre à des banques algériennes de s'installer à l'étranger date de quand même plusieurs années, mais il n'a jamais réussi à se concrétiser. Et là, c'est important, puisque ça va permettre de capter donc, les fonds de la communauté installée en France et plus globalement en Europe, et de permettre quand même qu'il y ait une gestion, et surtout un lien fort entre l'Algérie et donc notre communauté. En fait, c'est une chose qui aurait dû se faire depuis déjà très longtemps, puisque ça reste quand même une force financière quand même qui est importante, la communauté, à condition bien sûr de pouvoir organiser, laisser les gens s'organiser, mais aussi surtout les intéresser, c'est-à-dire leur offrir des produits, autant sur le marché français européen que sur le marché algérien. Sur ça, Yassine, donc les banques qui vont s'installer à l'étranger seront obligées de faire le même service que les autres banques. Bon, d'abord, il faut retourner aux sources. Mais auparavant, on avait des expériences de banques à l'étranger, mais c'était des banques d'investissement. On prend par exemple la banque qu'on avait conjointement avec
les Libyens, j'y vais entre la BEA et la banque libyenne, c'était destiné beaucoup plus à l'investissement. Ce dont on a besoin, c'est une banque d'affaires qui va gérer les épargnes, les dépôts, les investissements pour les particuliers qui veulent investir ici en Algérie, aider les entreprises algériennes à s'installer ou bien à développer leur business avec le pays hôte. Donc c'est un peu le profil dont on a besoin. Les pouvoirs publics sont en train de préparer les sociétés, les banques qui vont s'installer à l'étranger. Donc on a la France, la Mauritanie, le Sénégal. Et déjà, le Sénégal, c'est le cœur de la CEDEAO, le pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, comme tous ces pays, ces 11 pays de l'Afrique de l'Ouest, ils sont interconnectés. Donc, dès lors que, je crois que c'est le CPA ou le BNA, le Sénégal. Il me semble que c'est la BNA. Donc, dès que le BNA est connecté à son réseau au Sénégal, il est interconnecté dans les 11 pays de l'Organisation des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça va faciliter l'accès au marché, au financement de l'Afrique de l'Ouest, et puis faciliter le travail des entreprises algériennes à l'étranger. Je pense que ça va faciliter les choses. On est très en retard par rapport à ça. Déjà l'ancien colonisateur de cette zone, qui est la France, Ramishkiou, les Marocains ont développé un réseau qui a en définitive bouffé tout l'effort des banques françaises. Donc pour s'installer, il faut s'installer avec une autre mentalité. Pas aller dans la démarche française, c'est-à-dire aller en usurier. Parce que c'est ça ce qui a fait que les gens réussissent à travailler avec les banques françaises, parce que c'est des banques avec un tempérament d'usurier. Donc il faut aller vers une autre image, celle de l'investissement, celle de l'accompagnement, celle de la facilitation. Je pense que avec cet esprit, les banques algériennes vont pouvoir s'installer dans la région du Sud-Ouest. Merci, Yassine. Si je peux juste rajouter autre chose. Pour avoir discuté avec des personnes qui sont engagées en Afrique de l'Ouest, et puis même une fois avec un ambassadeur qui représente un pays de l'Afrique de l'Ouest ici en Algérie, on parle, enfin, l'idée c'est quoi? C'est qu'au lieu que ce soit les banques algériennes qui ouvrent des agences en Afrique de l'Ouest, ça concerne essentiellement l'Afrique de l'Ouest, qu'il est peut-être plus intéressant de créer un consortium de banques algériennes qui rachètent une ou deux banques en Afrique de l'Ouest, déjà avec un réseau d'agences, c'est-à-dire prendre directement le contrôle d'une banque, et il y en a plusieurs qui sont comme ça, soit en difficulté, soit qui cherchent des partenaires, et permettre ainsi d'avoir une banque algérienne dans cette région de l'Afrique qui est très, très importante pour nous. Merci. Justement, j'ai vu que depuis 7 ou 8 ans, il y a des experts algériens qui travaillent sur cette question. Mais je crois que c'était valable en 2012, 2011, cette idée d'avoir une banque qui a un réseau. Maintenant, avec la numérisation, on n'a plus besoin de réseau. On peut s'installer avec une seule agence qui est interconnectée numériquement avec tous ses clients, pas via Internet, via le mobile. Donc, on n'a pas besoin d'avoir autant d'agences qui m'a créé, parce que
tout se fait d'un point de vue connexion à distance. Donc même cette option elle n'est plus utile pour l'avenir. En fait, tout dépend de ce qu'on veut faire de ces banques. Si on va en Afrique de l'Ouest pour proposer, c'est-à-dire une banque, on va citer un nom, hein, comme la banque marocaine, par exemple, Tijari Wafa, qui est présente partout pour les particuliers, pour les entreprises, etc. Et c'est une banque généraliste. Donc, soit on va sur cette option, soit on choisit une option d'aller créer une banque, par exemple au Sénégal, qui sera peut-être présente un peu dans tous les pays de la région, mais avec simplement, c'est-à-dire destinée essentiellement aux échanges commerciaux, aux investisseurs algériens, aux investisseurs avec une mission, voilà, que l'aspect particulier ne soit pas pris en compte. C'est-à-dire, bon, tout dépend maintenant de ce qu'on veut faire de ces deux. Par contre, excuse-moi, juste pour rester sur ça, par contre, pour la France, on a tout intérêt d'avoir une banque avec un réseau. Parce que ça soit Marseille, Paris, Lille, c'est-à-dire la communauté algérienne est partout. Et donc, il y a tout intérêt à pouvoir capter des fonds. Merci Tarak. Laissez-moi rester toujours dans le domaine des finances. On va essayer d'aborder un petit peu la bourse avec les IOB. Oui, l'IOB, ça veut dire intermédiaire des opérations boursières, une opération boursière. Donc, c'est des entités qui sont là, qui font l'intermédiation entre l'acheteur et le vendeur en bourse. Donc, les IOB, ce qu'on constate, c'est que il y a très peu d'IOB privés. Il y en a un seul. Il y a un seul. Il y avait, ça m'a vraiment fait de la peine d'apprendre qu'il a abandonné. Il y avait un jeune Algérien qui a étudié à l'étranger, qui a ouvert ici en Algérie une représentation du groupe Grant. Et je ne sais pas, il n'a pas pu supporter. Parce que, enfin, on a passé une très longue période de vie, il n'y avait aucun travail et tout. Le problème maintenant, c'est comment lever les contraintes et inciter les gens à intervenir en bourse en tant qu'IOB. Maintenant, on a un seul privé, c'est très peu, parce que le reste, c'est des banquiers qui font de l'intermédiation en opération bancaire. Donc, le jeu est un peu pas serré, mais pas fermé, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de motivation. C'est-à-dire, à l'ouverture d'une bourse, bon, ce n'est plus le cas maintenant. Toutes les bourses mondiales sont numérisées. D'ailleurs, la bourse de Paris, شغل la foire نتاعنا صافي si je veux dire faire des expositions et tout. Mais dans la tradition, quand il y a la cloche, c'est la bougeotte, quand tout le monde commence à bouger, à acheter, à vendre, à proposer des business. L'écoute de la cloche à la bourse d'Alger, c'est un événement. علاش شكون خلاص il n'y a pas cette dynamique qu'on voit ailleurs dans les bourses. C'est une question par rapport à ça parce qu'il n'y a pas de dynamique à la bourse d'Alger. On se souvient en 2014, il y avait une tentative de 8 entreprises publiques qui devaient ouvrir leur capital en bourse, mais ça n'a pas marché, ça a échoué. Est-ce que les conditions qui ont fait que cette tentative en 2014 y jouent sont les mêmes qui sont aujourd'hui? Est-ce que ce sont d'autres conditions? Non, ce n'est pas le cas. D'abord, en 2014, l'introduction de 8 entreprises publiques en bourse, c'était la poudre aux yeux. D'un point de vue organisationnel, au niveau de la bourse, c'était pas
la bonne solution. En plus, dans l'environnement financier, il y avait l'argent facile. Le pétrole était à $80, il y avait des recettes énormes dans les caisses de l'État. Donc, aller en bourse pour ouverture de capital ou bien faire une levée de fonds à 4%, c'était une opération vraiment inutile. À l'âge, parce qu'on avait l'argent facile au niveau des banques. C'est-à-dire qu'on pouvait obtenir un crédit à 4%, mais taux bonifié. C'est-à-dire qu'on paye uniquement 1% pour l'investissement du moment que les 3% sont remboursés par le trésor public. Alors pourquoi aller vers une levée de fonds, un emprunt obligataire à 4% alors qu'on peut obtenir un crédit à 1%. Donc c'était un peu le magma اللي دخلوا فيه le gouvernement et ils n'ont pas pu s'en sortir parce que tout de suite après, l'année d'après, c'était 2015, le baril est arrivé à $16-17 et donc on a fait le chemin inverse. On voulait ouvrir le capital des entreprises en bourse, on a fait le chemin inverse. Donc c'est le gouvernement, c'est le trésor public qui avait besoin d'être renfloué. Donc on a vers un emprunt obligataire de l'État pour essayer de renflouer les caisses avec les apports des entreprises et tout, mais ça n'avait pas marché. Il y avait pratiquement الحقرة خدامين سنة ترقى بلا جدك تمد $10,000 يمدها دراع ما كاش واللي يقول ما نمدش سي autre chose. Donc c'est un peu ça, on n'avait pas une vision financière globale pour le pays. Maintenant on essaye d'aller vers des paramètres nouveaux, pragmatiques. Il y a des banques performantes maintenant. Bon, je ne vais pas faire de la surenchère entre les banques publiques, mais rien qu'à voir les bilans, on constate qu'il y a quand même des banques qui sont moins performantes, mais il y a des banques qui surperforment le marché. Donc ça va intéresser. C'est-à-dire qu'on va avoir trois strates, trois niveaux. Le premier niveau, c'est peut-être que des entités publiques. C'est-à-dire qu'Algérie peut acheter Sonatrach, Sonelgaz, tous les groupes publics peuvent être intéressés par le capital d'une banque donnée. Deuxième hypothèse, c'est que le privé algérien, avec les petits porteurs qui sont intéressés, peuvent accéder aux actions qui seront émises en bourse par rapport les banques. Troisième cas, c'est les capitaux étrangers qui vont être injectés dans la bourse pour l'achat des actions de ces banques-là. Donc, je ne sais pas quelle va être la formule, mais dans tous les cas, ça va stimuler la chose, créer une nouvelle dynamique. On aura besoin de beaucoup d'IOB, parce que les IOB publics, قريب يقول لك روح جيب لي زوج شهود وارواح وواحد لي زيستوار. alors que اليوم avec la numérisation, tiens le côté numérisation, c'est bien que le président a لهم 6 mois. On va évoquer jusqu'à la question. Juste en ce qui concerne la bourse. Cette bourse ne peut fonctionner que si on a accès à une numérisation. C'est-à-dire que même جيب لي انا شكون ما على باليش انا كيما كان جرانت عين ناجا انا شكون في سطاوالي pour acheter une action de سيدار ولا de la BNA نروح حتى لعين ناجا باش نقول له هاوليك شتو سين لي فورمولار بزاف وما تلقاش وين تقاري. ما نلقاش وين تقاري.
Donc, c'est un peu ça. Donc, s'il n'y a pas une numérisation des actions en bourse, on ne va pas Oui. avancer comme il se Par doit. rapport à la numérisation, on va évoquer le sujet dans une autre question. Il y a aussi une autre question, je ne sais pas si tu as des infos sur ça, c'est par rapport aux assureurs. Donc, C'est une demande pressante, justement, des assureurs, le fait de dynamiser la bourse, l'activité, qu'il y ait des privatisations, qu'il y ait aussi un système bancaire plus dynamique. on parle là des placements à vue. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire que les assureurs ont tout intérêt à avoir un marché ouvert, dynamique, pour pouvoir justement eux-mêmes faire des placements et aussi pouvoir travailler, pouvoir proposer des assurances spécifiques justement à ce type d'activité. La dernière fois, on avait discuté donc de cette interview que nous avait accordée Hassan Khelifat d'Alliance Assurance, où c'était justement une demande pressante en disant, voilà, si nous souhaitons, parce que les banques et les assurances se situent au cœur de l'économie en réalité, et donc c'est elles qui profitent et en même temps qui donnent cette dynamique. Donc, lui disait qu'on avait tout intérêt, si on veut relancer l'économie algérienne, faire en sorte donc d'avoir une privatisation, encourager les entreprises et les banques à aller en bourse. Et donc ça pourrait effectivement profiter au secteur des assurances. Yassine, un mot sur ça, c'est... Oui, c'est, comment dire, en fait, les assureurs et les banquiers, c'est le cœur de la finance. S'il n'y a pas une synergie, une symbiose entre ces deux entités-là, entre ces deux métiers de banque et d'assurance, on ne peut pas aller très loin. Donc, l'introduction en bourse de ces banques-là, peut-être qu'il va y avoir d'autres entreprises publiques. J'aimerais bien voir d'autres entreprises qui sont assez performantes dans ce lot, par exemple, considère et n'a rien à envier. Les groupes considèrent. Et même des privés, c'est-à-dire pas... Bon, je parle du privé. Le privé peut décider d'aller son propre gré. Par contre, une entreprise publique, c'est une décision des pouvoirs publics. Donc, c'est une bonne chose que cette ouverture massive, quand même, 5 mastodontes de la finance publique, c'est énorme comme flux d'argent qui va atterrir en bourse. Donc, c'est une aubaine pour les assureurs pour bénéficier des placements à court terme, des placements à vue, des placements juste pour équilibrer leur trésorerie, et ça va stimuler un peu le travail des assureurs. Merci Yassine. Avant de passer à d'autres questions, restez avec nous, une page de publicité. Rebonsoir, bienvenue encore une fois à votre émission Angle Mort. On continue directement avec les sujets que nous avons évoqués qui concernent généralement la finance. Donc une autre question, Tarek Hafid, c'est à propos de la numérisation de toutes les administrations qui dépendent du ministère des Finances. Nous souhaitons que cette initiative sera généralisée à toutes les administrations, mais est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur cette numérisation? C'est les directives qui ont été données par le président lors du dernier Conseil des ministres. Effectivement. Donc c'est la direction des douanes, des domaines et les impôts. Donc, oui, elles dépendent toutes dépendent du ministère des Finances, c'est-à-dire aller vers la généralisation de la numérisation, donc pour être plus de performance, absolument, pour gagner du temps et surtout pour faciliter offrir des services et faciliter donc l'usage et donc de ces administrations avec autant les entreprises que les particuliers. Quand on rentre
Jusqu'à aujourd'hui, dans une recette des impôts, quand même, on se dit, il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, on voit des piles de dossiers qui sont posés avec l'accès sur les bureaux. Déjà, laisse les rythmes dans ces conditions. Vraiment, il faut leur dire bravo. C'est très, très compliqué. Très compliqué. Et la numérisation est appelée justement à faciliter tout ça. Alors, je sais que pour les impôts, c'était une entreprise espagnole, il me semble, qui était chargée de ce projet. Où ça en est, je ne sais pas. Mais en tout cas, la directive, c'est vous avez 6 mois pour régler ce volet. Mais c'est Yassine Merzougi, projet ambitieux dont l'apport sera positif pour l'économie. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments de l'apport positif de la numérisation de six administrations sur l'économie? Oui, C'est indéniable. je ne peux pas dire là-dessus. Sauf que c'est. On a hérité d'une situation où le non-sens. C'est-à-dire, les impôts ont créé leur propre système de gestion de la recette fiscale. Les douanes, le CNIS. D'ailleurs, c'était une des premières administrations à lancer son système, sa plateforme. Sa plateforme. Les années 90 déjà, le CNIS. Voilà. Les domaines, kiff. Qu'est-ce qu'il faut dans tout ça? Les interconnectés. Voilà. On avait tout juste besoin d'une plateforme pour les interconnecter ma base. Parce que un gars, de la douane, il fait une importation de 10 milliards de dinars. On va être G50, il dirait 300 000 dinars. Oh. S'il y avait une veille électronique, comme c'est le cas par exemple de l'antifraude de la Banque d'Algérie, s'il y a des malversations au niveau des comptes, c'est une veille électronique qui va déclencher l'alerte. C'est la machine وحدها. حنا درك هكذا اللي قلت لك un gars qui fait une importation avec un chiffre d'affaires de 10 milliards de dinars, il présente un G50 de 300 000 dinars, je crois qu'il fait plus. Mais s'il y avait une interconnexion entre tous ces gens-là, c'est pareil pour les domaines. La numérisation est importante. كيفاش نعرفوا واحد باللي عنده باغ اكزومبل كل عام اللي يهفونا كيفاش اسمهم جماعة les députés, les parlementaires قالوا on va instaurer une taxe sur le logement secondaire هكذا. Oui. Et par quel moyen on va savoir que Tarek Hafid عنده 3 ولا 4 villas? 5. Donc, s'il n'y a pas une numérisation, un accès aux fichiers des biens des citoyens, on ne pourra jamais taxer les gens. Et pareil pour les terrains. Les terrains, tout ce qui est dans l'immobilier. S'il n'y a pas une numérisation de tout ça, on ne pourra jamais taxer. Donc, on reporte l'année prochaine. Donc, en vérité, les douanes sont numérisées. Les domaines kiff, les impôts kiff, quoi qu'il y a des petites imperfections qu'il s'agit de régler, c'est des problèmes marginaux, mais quand même important de les régler. Mais sinon, on a besoin tout juste d'interconnecter toutes ces administrations. Et puis, الحكاية normalement كيما هادي شوف غير لاكناس برك لاكناس c'est le champion d'Algérie en termes de numérisation. شوف لا فرود اللي كانت بكري خرج دواء وبيع عاود له البيع لي كلينيك بريفي دوكا والو.
tout se fait dans la transparence. Un citoyen assuré de la CNAS qui se fait admettre dans une clinique, c'est-à-dire qu'il y a une double validation. C'est la clinique qui déclare le patient et c'est le patient qui valide qu'il est dans la clinique. Donc, dans la seconde qui suit, la CNAS enclenche le processus déjà. Elle sait que son assuré se trouve au niveau d'une clinique pour une prise en charge. Donc, le processus de prise en charge est enclenché automatiquement. دونك ماشي نشوف واحد ومعرفه ونعرفوا اللي دخلت العساس نتاع الباركينغ تو سا نو on a dépassé tout ça. Donc, ce qui reste dans le ministère des Finances, c'est un travail très facile à réaliser. Il faut tout juste des ERP, يعني حاجة سهلة. Et je pense que ça va faciliter les choses pour l'avenir de l'activité de ces institutions. Très bien, très bien. Taleb, tu veux rajouter quelque chose Non. Tu n'as pas 5 vies là, hein, ne t'inquiète pas. On passe à un autre sujet. On a beaucoup parlé de l'argent. Maintenant, on va parler un petit peu du commerce. C'est toujours dans l'économique. Taleb Hafed, depuis l'arrivée de Taïb Zitouni à la tête du ministère du Commerce, les licences d'importation ont été débloquées. Le ministère a invité. Effectivement, Il a invité les importateurs à se présenter pour retirer. Sur justement là, une question de numérisation, puisque ça se fait via une plateforme. Absolument. Pour leur permettre. Dédié au retrait des licences d'importation. Voilà, tout à fait. Alors, quand on voit ça, bon, on se dit oui, mais pourquoi ça se fait maintenant? Mais non, ma première question, ce n'est pas ça. Ma première question, c'est l'arrivée de Taïb Zitouni au ministère du Commerce qui débloque. Donc, il y avait un blocage avant. Et justement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, quand on voit que Taïb Zitouni en 15 jours, donc il arrive, il commence à prendre des initiatives et donc à tout débloquer, on se dit, oui, donc s'il le fait maintenant, ça veut dire que son prédécesseur bloquait tout. Bloqué sciemment. Sciemment. On pourrait faire cette lecture. Moi, j'ai mon idée. Je pense que à un certain moment, il fallait faire le ménage sur la question des importations. Donc, déjà, il y avait trop d'importations pour des produits finalement qui ne servaient à rien. On reste sur les produits et donc qui ne sont pas obligatoires que l'on produit ici en Algérie. On ne parle pas des produits qui sont obligatoires et qui sont nécessaires soit au fonctionnement de l'économie ou alors si on prend par exemple, c'est pas le même ministère, mais si on parle de médicaments ou de choses comme ça, je ne parle pas du tout de ça. Donc des produits qui ne sont pas nécessaires, donc il fallait faire le tri, déjà. Deuxièmement, il fallait faire le ménage aussi dans cette corporation très puissante des importateurs, d'accord, et qui n'exportait rien. C'est-à-dire que c'était de l'import-import. C'est un lobby. C'était un lobby. Il fallait faire. Effectivement, quand on voit les chiffres, je ne les ai pas en tête, on voit qu'effectivement, il y a une baisse très importante, donc autant en termes de produits qu'en termes d'importateurs. L'objectif final. Il y avait des interdictions d'importer certains produits. Oui, bien sûr. L'objectif final, c'était quoi? La liste des importateurs. L'objectif final, c'était quoi? Il faut se souvenir qu'à partir de 2019, quand même, 2020 jusqu'à 2021, la situation financière était compliquée, donc il fallait essayer de fermer au maximum pour éviter les déperditions en termes de devises. Ça a été fait. À mon avis, Rezeg est resté sur une façon de voir et qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au point où ça a tout bloqué. C'est ma façon de... Je pense qu'il n'a pas su, à un certain moment, dire, voilà, maintenant, nous allons passer à une autre phase. Et c'est cette autre phase que maintenant est en train d'engager Taïb Zitouni. Et il est tombé, finalement, il est tombé au bon moment. Effectivement. Merci Tarek Yassine. Donc, toujours à propos de ce sujet. Donc, ce déblocage va permettre quoi exactement? Une reprise de l'activité normale du commerce. Quand on dit commerce, il n'y a pas uniquement les produits de revente en l'état. Je pense que les premiers concernés, c'est les produits de revente en l'état et des services. Non, dans
les opérations d'importation. Il n'y a pas que les opérations de revente en l'état. La veste non, il y a des gens qui ont besoin de matières premières, il y a des gens qui ont besoin de maintenance, d'équipement, d'extension de leurs investissements. Donc, je suis content pour Taïb Zitouni. En silence, déjà dans sa nature, il est trop silencieux. Il a pu débloquer un peu la situation où les gens commencent à respirer. Reste encore des problèmes liés à cette activité de commerce. Je préfère lui en parler de vive voix parce que j'imagine parce que le ministère il a servi de berceau pour les grands importateurs. C'était un peu comme يقول الحاضنات قاعدوا من تما les importateurs نتاع certains partis comme Hams comme جماعة عمارة بن يونس كاع شحموا من تم et ils ont développé de mauvais réflexes. Il est temps de mettre fin à tout ça. Tous les citoyens doivent avoir accès aux mêmes privilèges, aux mêmes droits et aux mêmes devoirs. Il y a encore des blocages au niveau du ministère du Commerce. J'espère que ça va aller. Il y a dans le ministère du Commerce, il y a une filiale de Safex créée justement par Taïb Zitouni. Cette filiale elle est dédiée à l'exportation. Son directeur Ali Farah. Je pense que c'est pour eux, c'est une opportunité pour essayer de développer un peu les opérations d'exportation. Ça, quand cette opération va démarrer au niveau de la filiale de Safex, on pourra dire que Taïb Zitouni a pu apporter un plus. Pour l'instant, il n'a fait que débloquer la situation. Mais sa touche personnelle, on va la voir dès que ça commence l'activité de cette filiale de Safex. Très bien, merci. En restant toujours dans le domaine du commerce, depuis quelques jours, on a vu sur les réseaux sociaux notamment les services de contrôle et de répression du ministère du Commerce. Les services de sécurité. Les services de sécurité qui ont fait des descentes dans des locaux de vente de produits alimentaires, notamment dans Zelabia, Khalibello. Nous avons vu des choses horribles. Terrible. Il y a une NAS qui fait. Ça veut dire en termes d'hygiène, c'est quasiment nul. C'est vraiment effrayant, c'est-à-dire des gens qui s'installent dans des locaux insalubres, qui jouent avec la vie des gens, avec la santé des gens, qui préparent, c'est-à-dire des choses comme ça qui vont être présentées à des enfants, à des personnes âgées, c'est-à-dire tout type de consommateurs, et qui le font, c'est-à-dire en dehors de toute règle d'hygiène. Et d'ailleurs, on se demande comment ils ont fait pour avoir soit des registres de commerce, soit pouvoir, parce qu'ils ont pignon sur rue, c'est ça qui est problématique. Donc effectivement, on est en train de voir depuis quelque temps, alors moi, l'aberration, vraiment me fait, c'est le gars qui a créé des sortes de gabarits métalliques pour glisser des plateaux تاع قلب اللوز باش يديهم تزاير حتى الواد سوف dans un bus. C'est-à-dire, là, je me demande, à un certain moment, est-ce qu'il y a parmi ce groupe des gens qui ont dit, non, mais peut-être on n'a pas le droit. Ou là, peut-être que ça peut être dangereux. Ou là, le fait de... C'est pas en termes de droit, c'est en termes de danger. C'est-à-dire, en fait, c'est une question de logique. كيفاش تدي قلب اللوز من العاصمة حتى الواد من العاصمة حتى الواد سوف dans البلاطو بلاطو وعريان سي مغطي بالاخر الشكاره تاع سا بوبيل. C'est-à-dire تديه وفي la malle تاع le bus, c'est-à-dire ما تركبش فيها même pas un animal parce que c'est une malle
تاع بوس فيها الغبره فيها يعني La toute chaleur, donc absolument tout et tu fais ça normalement, c'est-à-dire ça peut te paraître logique. Donc voilà, les services de sécurité ont arrêté, c'est les gendarmes je crois qui ont fait l'opération. Et on se demande yani, jusqu'où les gens peuvent aller pour gagner de l'argent, c'est-à-dire d'une façon la plus illégale et frauduleuse. mais c'est appris, est-ce que le problème est beaucoup plus profond que ça, parce que pour l'instant, on a vu des images, on a suivi des comptes rendus par rapport aux arrestations, qu'est-ce qu'ils ont découvert, mais nous savons tous que ça se fait partout dans le pays. Non, non, auparavant, والفوهم يجي واحد يروح عند l'entreprise qui fait l'impression sur plastique, alors Sherbet, Mohamed ou Qaddour ou la Marabalish, il gît dans un atelier où aucune condition d'hygiène n'est respectée. يجي يعمر l'acide citrique، عمر شوية citron، عمر الماء تاع الروبيني، allez فرغ في les sachets. ودير لك نحله لداخل باش تبان باللي كون Voilà. هذيك تاع قلبي. Voilà, on a vu, je crois, une Les tefla. tranches de citron. Je crois qu'on a vu une tefla, je ne me rappelle pas bien, que les gens ont congelé ces produits-là alors qu'ils étaient déjà périmés. Donc, tchklala, les autres années, du fait où c'était un peu la paix On a vu sociale. aussi celui qui utilisait une machine à laver pour le petit lait. Ah oui. Donc, le problème, c'est qu'il faut là. ما دي يقول لك تاع قدرة. Les années précédentes يديروا واش يحبوا نشوفوا واحد يكون داير طابلة ما على باليش أنا بيع المعدنوس ولا du jour au lendemain يلحق رمضان يولي يطيب البوراك يطيب الزلابية لا ليبر الغبار et tout. Donc il faut remercier les services de sécurité, notamment les services de police, services de gendarmerie, pour leur sens de la détection de ces ateliers sauvages qui sont en train d'empoisonner les citoyens. Merci aussi pour les services du ministère du Commerce qui ont coordonné avec les services de sécurité pour mettre fin à ces horreurs. C'est une bonne chose pour l'avenir du pays. Je pense que الناس يبداو يتربوا كما هكا يتخبطوا 5 ولا 6 من هاد الناس يبداو شويه يتربوا. Pour rester toujours dans ce sujet de 10 ans de répression, nous allons évoquer l'histoire du PAPC de Tessel El Merja, qui a été pris en flagrant délit de corruption. Il a pris 200 000 dinars chez un entrepreneur. Il a été présenté devant le procureur de Bouffari, de Blida, qui l'a mis sous mandat de dépôt depuis une semaine. Donc l'information a fait le tour on a fait la une de la presse. Yassine, ce qui est important dans cette affaire, c'est que le PAPC de Tessel El Merja, il a déjà son premier vice-président qui est aussi en détention pour des faits de corruption. Ils appartiennent tous à un parti d'une formation politique. Enfin, le Tarek Hafez, je pense qu'il ne connaît pas les détails de cette histoire. Je te raconte un petit peu rapidement cette histoire. Donc, le PAPC de Tessel El Merja est pris en flagrant délit de corruption. Donc, il y a un entrepreneur qui lui a remis 200 000 dinars pour qu'il lui signe un chèque après avoir réalisé des travaux à hauteur de, je pense, de 9 millions de dinars. Mais il se trouve que l'entrepreneur, il a payé au moins 200 000 dinars pour avoir son chèque. Donc ça pose aussi un autre problème. Donc j'en viens ici pour la question, pourquoi le Mustaqbal? Parce qu'on a vu par le passé des PAPC poursuivis pour des actes délictueux de corruption. Ils appartenaient à des formations politiques bien connues, bien identifiées. Cette fois-ci, on a affaire avec Mustaqbal qui sort du lot, cette fois-ci, enfin disons qu'il sort du lot, avec ces histoires de corruption à travers ces îles. Non, c'est le Merja,
avant d'en parler, il y a eu une affaire pareille dans la wilaya de Ain Defla où un élu, je crois, un Fallon, était tombé dans la même histoire d'arrestation en flagrant délit de corruption. Pot de vin. Mais le problème, c'est que la victime qui était le plaignant et le témoin, eh ben, au lieu de condamner, donc je mets la Falane ou je mets la commune dans la wilaya d'Ain Defla, au lieu de condamner, صاحبهم قال ما تحشمش خماش رايح تسرق في سيتوايان نو ديروا الضغط على لو سيتوايان pour renoncer à son témoignage ورانا رايحين وسترن ولا. Enfin, presque il y avait des gens, des associations qui se sont présentés chez la police, parce que c'est la police qui a travaillé sur cette histoire, pour demander que le gars, on lui a remis de l'argent pour financer des mata'im al-rahma, ce qui est hallucinant comme justificatif. Ah, tu vois. Bon, concernant Kate Tsara Merges, il y a déjà un précédent, il y a un vice-président qui est en tôle par rapport aux tentatives de corruption, c'est le PAPC, et ça fait un peu de trop pour le parti Le Moustaqbal. Je pense que c'est un parti qui كبر très rapidement. Là, il voilà, je me présente, je suis capable de ramener 5 sièges à Tsala Marja, marhabat, fadal. On ne cherche même pas le passé. Donc, parti Moustaqbal, je pense qu'à l'avenir, il va payer la mauvaise gestion en termes de choix de candidats qu'il a présenté. C'est un parti qui va souffrir ces pratiques-là. يدوق هو تاني واش داكو ولا فلان واش داكو ولا هادي واش داكو لي بارتي الاخرين اللي مشاو في لا كوربسيون باسكو سي اون ماشين سي ان سيستيم كي a été instauré on ne peut pas le casser du jour au lendemain donc il y aura toujours des failles où les gens يبدا يديهم الطمع ويطمعوا في الدراهم الناس ويدوها. Merci Yassine. Tu as fait une petite question par rapport à cette histoire du TCL Media. Enfin, on s'intéresse à l'histoire au PAPC du TCL Media parce qu'on a. Enfin, il y a certains qui disent que la lutte contre la corruption va s'intéresser désormais aux communes, aux assemblées locales. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est quelque chose de très positif si la lutte contre la corruption s'intéresse à ça? Alors, enfin, en municipalité. Ce qui est étonnant, c'est que quand on voit les différents codes communaux qui ont été amendés ces 15 dernières années, c'est-à-dire qu'on a retiré énormément de prérogatives aux élus locaux, c'est-à-dire aux maires et aux membres de l'Assemblée. Et on a renforcé les prérogatives du secrétaire général et du secrétaire général de la commune et du chef d'aïra et de son secrétaire général et ainsi de suite, jusqu'au wali. Ce qui est étonnant, c'est que, c'est-à-dire, ce qui est étonnant, ce qui est navrant, c'est-à-dire que on est quand même, moi je fais partie des gens qui plaident pour renforcer au contraire les pouvoirs des élus parce que c'est l'élu qui est là pour justement gérer la cité. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils soient au niveau de l'APC, l'Assemblée de Wilaya ou l'Assemblée nationale, etc. Sauf que, exactement, il n'est pas désigné, donc il est élu par le peuple. Le problème, c'est qu'avec ces histoires de corruption, premièrement, porte préjudice donc à sa qualité d'élu, à son parti politique, comme disait Yassine, et aussi au fait de dire que finalement, au sein du pouvoir, ceux qui disent non, il faut écarter, il faut minimiser le pouvoir de l'élu et renforcer celui de l'administration, donc ils sont en train de donner finalement raison à... Je pense qu'on ne peut pas justifier ça, mais ça veut dire... Je sais qu'on ne peut pas justifier, mais sauf que, oui, il y a des gens qui payent pour être sur des listes, pour avoir le pouvoir et pour profiter justement de leur position. Ces gens investissent dans les élections. On l'a vu pendant surtout les 3 derniers mandats de Bouteflika, c'était ça. Il fallait mettre de l'argent. On a vu le nombre
d'hommes d'affaires qui sont rentrés dans les assemblées, surtout à l'APN et même au sein même du Sénat, pour pouvoir profiter de leur position, c'est ça. Non, c'est un وقت ما يحشمش يقولها publiquement يقول لك شريت le siège du Sénat. Tout à fait. ما يحشمش يقولها. Tout à fait. C'est-à-dire il doit passer par une assemblée locale pour après arriver pour désigner jusqu'au Sénat. Merci beaucoup. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous remercions pour votre patience. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Restez avec nous et d'ici là, prenez bien soin de vous.